Bonjour à tous, je suis très ravie de vous retrouver aujourd'hui pour que nous partagions ensemble une nouvelle triste histoire. Avant de vous faire découvrir bien sûr tous les détails de cette dramatique histoire, j'invite tous ceux qui soutiennent cette chaîne-là et ceux qui souhaitent la voir grandir, et bien de liker, commenter, vous abonner, d'activer la petite cloche de notification pour ne rien rater des prochaines vidéos. Alors l'histoire de ce jour a marqué les esprits, elle a marqué le pays entier, car un jeune candidat d'une célèbre émission de télé-réalité a fait la macabre découverte un soir en rentrant chez lui. Il a découvert sa femme enceinte de 8 mois battue à mort. Elle a été également abusée avant d'être tuée dans son propre domicile par un inconnu à quelques semaines de son accouchement. Cette tragique histoire a eu lieu en 2017 dans la commune d'Ustaritz en France. Je vous invite donc à nous plonger dans cette terrible affaire. La sordide histoire de Mélodie Massé, c'est tout de suite et maintenant. Mélodie Massé est âgée de 23 ans au moment des faits. Plus jeune, elle grandit dans la ville de Saint-Jean-de-Luz. Donc c'est une ville qui est située dans le département des Pyrénées-Atlantiques, dans la région de la Nouvelle-Aquitaine. Et elle y passe toute son enfance. Elle fait sa scolarité au lycée Saint-Thomas d'Aquin dans la ville de Saint-Jean-de-Luz. Lors des faits, elle est élève infirmière à l'IFSI, c'est l'Institut de formation des soins infirmiers. Florence Nightingale de Bagatelle à Talence près de Bordeaux. Et elle vit dans la commune d'Ustaritz, qui est une ville située à l'ouest des Pyrénées-Atlantiques. Elle a un compagnon du nom de Olivier Espagne, âgé de 24 ans, mais qui est connu aussi sous le nom de Olivier Den pour sa participation à l'émission de télé-réalité française 10 couples parfaits, qui a été diffusée à la télévision pendant l'été 2017. En parallèle de son activité de comédien, Olivier est aussi étudiant à Bordeaux. Alors celui-ci, il a indiqué ne pas vivre avec Mélodie au moment du meurtre. C'était sa petite amie officielle, ils se voyaient très régulièrement. Il a aussi assuré être le papa de l'enfant à naître. Donc comme je vous le précisais au début de la vidéo, Mélodie était enceinte de 8 mois au moment du meurtre. Donc elle attendait une petite fille dont la naissance était prévue dans quelques semaines. Alors Mélodie est décrite par tous ses proches comme une personne adorable, gentille, attentive aux autres, très à l'écoute de ses amis, de ses proches. D'ailleurs un ami témoignera pour dire que Mélodie avait carrément une fois annulé un rendez-vous qu'elle avait l'après-midi pour aller le rejoindre et le soutenir moralement, lui tenir compagnie car il rencontrait des problèmes à cette période de sa vie. Une autre amie viendra témoigner pour dire que Mélodie était un cadeau, qu'elle aimait chanter, qu'elle appréciait en fait passer du temps avec elle, qu'elle avait plaisir à discuter et passer du temps avec elle. Malheureusement, Mélodie, cette jeune femme belle et pétillante, a vécu l'horreur en 2017. En effet, le mercredi 13 septembre 2017, Mélodie se trouve dans la maison de sa mère à Ustaritz où elle se repose en attendant tranquillement son accouchement. Son compagnon Olivier Espagne n'est pas avec elle ce soir-là, il était de sortie ce soir-là, il est parti rejoindre des amis pour une partie de belote et avec lesquels il est parti surfer plus tard dans la soirée. Et Olivier rentre de sa soirée aux alentours de 21h30 quand il fait la macabre découverte. En effet, il trouve Mélodie gisant dans son lit, morte, à moitié dévêtue, bâillonnée et pieds et mains ligotés. Elle avait aussi les yeux bandés et le visage complètement tuméfié. Donc là, Olivier, évidemment, il est sous le choc et qu'est-ce qu'il fait? C'est que tout de suite, par réflexe, il appelle la sœur de Mélodie et son mari pour leur indiquer qu'il vient de rentrer et que il trouve Mélodie inconsciente dans son lit, qu'il ne sait absolument pas ce qu'il s'est passé. Et la sœur dira plus tard que sur le moment, quand elle reçoit l'appel d'Olivier, elle pense pas à la mort tout de suite, elle pense plutôt que sa sœur est en train d'accoucher et que l'accouchement se passe mal. Donc une fois qu'ils arrivent sur place, elle et son mari, ils découvrent une chambre saccagée, ils voient du sang partout, ils appellent plusieurs fois le nom de Mélodie mais elle ne répond pas, elle ne réagit pas. Elle dira même qu'elle s'est approchée de sa sœur et qu'elle lui a parlé, elle l'a secouée mais qu'elle n'a pas bougé. Et à ce moment-là, en fait, elle et son mari commencent un peu à réaliser que là, Mélodie est morte. La police, bien évidemment, qui est informée, elle arrive immédiatement sur place avec le médecin légiste qui constatera le décès de la pauvre Mélodie. Bien sûr, Olivier, qui est sous le choc, qui est sous l'émotion, a fait l'objet d'une prise en charge psychologique immédiatement par les services de l'hôpital de Bayonne. Bien sûr, la scène de crime, elle est protégée
jugé pour les besoins de l'enquête et les investigations débutent tout de suite. Évidemment, Olivier est interrogé par les enquêteurs, mais il est rapidement mis hors de cause car son emploi du temps concorde parfaitement avec ce qu'il a déclaré aux enquêteurs, à savoir qu'il était avec des amis ce soir-là pendant les faits, pendant le meurtre. Les proches, bien sûr, sont très vite informés de la triste nouvelle. Ils sont anéantis, ils sont sous le choc. Donc Mélodie, elle avait ses parents, elle avait une sœur du nom de Camille, un frère du nom de Maxime qui sont totalement dévastés, qui n'arrivent pas à croire à cette nouvelle terrible. A priori, il a été déclaré que la victime aurait été tuée entre 18h et 21h d'après les investigations qui vont être menées et les déclarations du médecin légiste. Le 15 septembre 2017, une empreinte est prélevée sur la scène de crime et après analyse, la police trouve une correspondance dans le fichier national des empreintes génétiques, le FNEG. En effet, un nom ressort et c'est celui de Cédric Bernasconi. La police, une fois qu'elle a un nom, elle se met immédiatement à la recherche donc de Cédric Bernasconi. Et le 17 septembre 2017, soit 4 jours après le meurtre, les enquêteurs retrouvent Cédric Bernasconi à 5 km de Bayonne dans la ville de Boucau. Donc Cédric qui aperçoit les flics arriver vers lui, il tente de fuir en fait au volant d'un camion volé, mais dans sa fuite, comme il se précipite et dans sa fuite, il emboutit une porte de garage, ce qui évidemment le stoppe dans sa course et il est à ce moment-là immédiatement interpellé par la police. Il y avait apparemment une quinzaine de véhicules de police qui l'encerclaient, donc il pouvait absolument pas fuir. Il est immédiatement donc placé en garde à vue pour être interrogé et les enquêteurs diront même qu'il était totalement cohérent dans son récit et qu'il s'exprimait de manière froide. Pendant que Cédric Bernasconi est mis en examen et en détention provisoire, le 19 septembre 2017, les obsèques de Mélodie Massé ont lieu dans la plus stricte intimité. Sa famille et ses proches se sont évidemment réunis pour lui faire ses adieux. Il a été aussi révélé au cours de l'enquête que sa sœur Camille était très proche de Mélodie et qu'elle était enceinte également au même moment. Elle était enceinte de 5 mois au moment du meurtre de sa sœur. Elle a déclaré d'ailleurs regretter que sa sœur ne puisse pas connaître un jour le bonheur d'être mère. Autre élément très triste qui a été aussi révélé au cours de l'enquête, c'est que Mélodie s'était rendue le matin même du drame à un rendez-vous médical pour un suivi classique afin de préparer la naissance de sa fille qu'elle avait hâte d'accueillir et pour laquelle elle avait déjà tout préparé. Sauf que malheureusement, quelques heures plus tard, sa vie a totalement basculé. Le 22 septembre 2017, des centaines de personnes de l'association Kutun, je sais pas trop comment ça se prononce, mais je crois que ça se dit comme ça, c'est K-U-T-U-N, qui siège dans la ville d'Ustaritz, ont aussi défilé pour un dernier hommage à Mélodie. Et une marche blanche était également prévue dans les prochains jours, mais à laquelle les proches de Mélodie n'ont pas souhaité participer. Ils ont privilégié de faire leur deuil plutôt dans la discrétion. Alors, s'agissant du meurtrier Cédric Bernasconi, qui n'a absolument aucun lien avec la victime, nous savons qu'au moment des faits, il est SDF. Il erre depuis 8 ans dans le secteur d'Anglais et de Bayonne. Il est né en 1979 en Suisse. Il a 38 ans au moment des faits. Il est de nationalité française, bien qu'il soit né en Suisse. Il vit d'abord en Haute-Savoie et en Isère avant d'arriver dans la région de Bayonne en 2009. Alors Cédric, c'est un marginal. Il est assez connu dans le secteur pour ses troubles mentaux. Les gens ont déclaré qu'il criait un peu comme ça pour rien, qu'il menaçait les gens, les passants, qu'il avait même menacé son voisin du dessous avec qui il s'était vraiment engueulé un jour, qu'il était totalement instable et il faisait peur aussi la majorité de la population. Alors sa mère, qui est une ancienne agent immobilier et qui vit dans les Baléares depuis 2010, viendra témoigner au procès pour dire que Cédric, quand il était plus jeune, c'était un enfant joyeux, c'était un enfant gai, qui souriait tout le temps et il avait cette attitude-là jusqu'à la mort de son père quand il avait 11 ans. Et à ce moment-là, à partir du moment où son père est décédé, il a commencé à se renfermer sur lui-même. Il a commencé à devenir de plus en plus taciturne. À l'adolescence, il a commencé à fumer du et un jour, il a été diagnostiqué schizophrène à l'âge de 20 ans apparemment. Il parlait, donc sa mère, elle dira qu'il parlait tout seul, qu'il criait tout seul, qu'il lui faisait aussi par moments très peur. Et donc à la suite de tous ces faits-là, en fait, il a été interné à l'hôpital psychiatrique de Thonon-les-Bains. Alors d'après les médias, la dernière condamnation de Cédric remontait à août 2017, donc soit un mois avant les faits, pour des faits de vol et de dégradation. Et il avait écopé pour ça de 3 mois de prison
prison avec sursis, avec une obligation de soins psychiatriques. Par contre, je ne sais pas, j'ai pas retrouvé dans la presse s'il avait vraiment suivi ces soins-là ou pas. Au cours des interrogatoires, Cédric Bernasconi, il indiquera aux enquêteurs en fait qu'il était en train d'errer dans le secteur. Il dira qu'il a pénétré dans la maison de Mélodie dans le but de cambrioler et de voler de l'argent et qu'il a été pris en flagrant délit par Mélodie, qu'il a surpris. On imagine qu'elle a dû hurler, évidemment. Elle est face à un inconnu qui est chez elle, qui s'est introduit chez elle. Elle sait pas qui il est, donc forcément, elle devait être en panique. Moi, je me mets à sa place, c'est juste flippant. Et à ce moment-là, il déclare aux enquêteurs que quand il a vu Mélodie, il lui a sauté dessus, il a agressé très violemment. Mais je vous rappelle quand même que Mélodie était enceinte de 8 mois à ce moment-là. Donc c'est juste horrible. L'autopsie qui sera pratiquée sur le corps de Mélodie démontrera un traumatisme crânien, le nez fracturé et une mort par asphyxie à l'aide d'un bâillon. Et malheureusement, nous avons également appris que le bébé n'a pas survécu. L'enquête démontrera également que Cédric Bernasconi est resté à peu près 3 heures après le meurtre dans le domicile de Mélodie. Autre fait absolument surprenant et choquant, c'est que Cédric Bernasconi est au moment du drame sous curatelle renforcée, après que son internement à l'hôpital psychiatrique ait été refusé par le psychiatre qui le suivait et qui connaissait tous ses antécédents. Et donc évidemment, tout le monde a été choqué, les habitants les premiers, quand ils apprennent que le maire d'Anglais avait demandé l'internement d'office de Cédric et que le psychiatre qui connaissait très bien Cédric, il a quand même tous ses antécédents psychiatriques, il savait très bien la dangerosité de l'individu et pourtant il a refusé en fait de l'interner à l'hôpital psychiatrique et donc il a préféré le laisser comme ça en liberté sans surveillance en plus. Il y avait des menaces verbales mais aussi des menaces physiques et des menaces de mort, ce qui m'avait amené à demander un internement d'office qui m'a été pas refusé mais en tout cas qui m'a pas été accompagné par le psychiatre qui le suivait. Le maire a bien sûr expliqué qu'il avait reçu énormément de plaintes des riverains car Cédric il était connu par les habitants et par la police pour des faits de vol et de dégradation. Il était aussi connu pour ses troubles mentaux. Il était menaçant avec les gens, comme je vous le disais tout à l'heure, avec les voisins aussi. Il agressait tout le monde, tous ceux qu'il voyait passer en fait. Il tapait sur les murs, il hurlait sans raison, il terrorisait les gens. Il a même été déclaré qu'il allait parfois même près de l'autoroute et il faisait des doigts d'honneur en fait aux passants, aux automobilistes qui passaient. Donc là clairement on était quand même face à un individu totalement déséquilibré, pas normal, pas net. Et d'ailleurs le maire qui voulait l'internement d'office de ce criminel, il avait carrément constitué tout un dossier hyper solide en janvier 2017 avec tous les témoignages des riverains, avec l'aide de la police aussi, parce qu'il a déjà été mis en détention provisoire à plusieurs reprises aussi, Cédric, par la police. Donc il avait quand même un dossier assez complet et très solide et malheureusement ça n'a pas du tout été suivi des faits. Le psychiatre n'a pas du tout pris en compte, en considération la gravité des choses. Il est clair que le drame aurait pu largement être évité. Là on se parle quand même de 2 morts, Mélodie et de sa fille à naître, et sans compter toute la tristesse de la famille et des proches. Le 23 septembre 2019, le procès de Cédric Bernasconi débute à la cour d'assises de Pau. Alors le huis clos avait été demandé par la partie civile mais qui a été refusé par la cour. Donc le huis clos, pour ceux qui ne savent pas, je précise que c'est la non-publicité des débats, ça veut dire que c'est jugé contre les parties, qu'il n'y a pas de journalistes et que c'est pas dévoilé à la presse. Et donc le huis clos a été refusé par la cour qui a expliqué que le huis clos ne peut être demandé que par la victime. Sauf que moi j'ai trouvé ça totalement illogique. La victime elle est décédée donc elle peut pas demander son huis clos. Qui peut le faire à part la famille? Je comprends pas que la famille ne puisse pas le faire à la place de la victime qui est décédée. Donc j'ai trouvé ça totalement incompréhensible, illogique. Encore une fois, nous avons une loi en France qui est un peu dénuée de bon sens, à mon sens. Donc pendant plusieurs jours, les proches et voisins viendront témoigner devant la cour. Un directeur de supermarché viendra même témoigner pour indiquer que quelques jours après le meurtre, Cédric se trouvait dans son magasin quand tout d'un coup il a commencé à agresser une cliente. Il a commencé à lui hurler dessus et il lui aurait apparemment clairement dit « je vais te manger ». Donc là on voit clairement que Cédric était totalement déséquilibré, qu'il était même limite un peu dangereux. C'est une menace
besoin de dire ça à quelqu'un. Et en plus de ça, il terrorisait vraiment tout le monde en fait. Une amie de Mélodie qui était au moment du drame également élève infirmière dans la même école que Mélodie viendra témoigner au procès et elle viendra expliquer en fait que le jour du drame, elle était quelques minutes avant le meurtre, en fait, elle était au téléphone avec Mélodie et qu'elle avait même reçu un selfie de Mélodie pendant cette période-là. Elle avait reçu un selfie de Mélodie en robe noire à fleurs, toute souriante sur la photo. Une fois qu'elles ont raccroché, donc sa copine qui ouvre l'image, la photo sur Snapchat, elle lui renvoie aussi un message sur la même application. Elle dira que le message n'a jamais été ouvert, mais probablement que Mélodie était déjà décédée à ce moment-là. Alors elle décrira Mélodie comme étant une personne rayonnante, bienveillante, bosseuse, qu'elle était aussi réservée et pudique. Alors une semaine d'audience entière sera consacrée à la santé mentale de Cédric, dont le rapport d'expertise qui sera présenté sera accablant et déclare en effet que Cédric est schizophrène. L'expertise psychiatrique qui a été effectuée au cours de l'instruction a montré une altération du discernement de l'accusé, mais pas à son abolition, ce qui le rendait apte à être jugé devant la cour. En effet, les médecins ont jugé que Cédric n'était pas délirant au moment du meurtre. En effet, l'accusé a détaillé avec précision les faits effrayants et sordides. D'ailleurs, les proches de Mélodie qui étaient présents dans la salle n'ont pas pu écouter le récit. Ils étaient totalement dévastés et choqués. Ils ont préféré quitter la salle d'audience pendant cette partie de l'audience. Alors Cédric, il témoigne devant la cour qu'il était en train d'errer dans le coin quand il aperçoit par hasard la maison de Mélodie et qu'il a été attiré par ses volets fermés. Et donc là, il explique qu'il a immédiatement pensé à la cambrioler, voler de l'argent pour aller s'acheter une paire de chaussures. Alors il s'approche de la maison de Mélodie, il force la fenêtre de la salle de bain quand il entend la voix de Mélodie. Alors il explique que sur le moment, il pense qu'elle est accompagnée, qu'elle n'est pas toute seule chez elle, quand très rapidement, il apprend en fait qu'elle est au téléphone avec quelqu'un et qu'en fait elle est seule. Il décide alors de pénétrer dans la maison et là, il agresse violemment Mélodie. Il confirme qu'il la bâillonne et donc en fait, il lui enfonce une culotte au fond de la gorge. Il lui attache les pieds et les mains à l'aide de torchons qu'il va trouver sur place. Il lui bande les yeux et la frappe à de multiples reprises au visage. Et évidemment, il confirme également qu'il abuse de Mélodie. Alors lui, il explique son geste devant la cour en déclarant en fait qu'il a eu comme une pulsion quand il a entendu la voix de Mélodie et qu'il n'avait pas du tout prémédité son acte, qu'il voulait juste en fait cambrioler, voler la maison de Mélodie, mais quand il a entendu sa voix, il a vrillé entre guillemets, c'est le terme qu'il a employé, et que là d'un coup il a abusé d'elle et qu'il l'a tuée. Or les faits et puis d'autres témoignages démontreront carrément le contraire, que l'acte était totalement prémédité, qu'il ne s'agissait pas d'une pulsion, qu'il avait bel et bien repéré Mélodie et qu'il avait l'intention de lui nuire ce jour-là, qu'il avait l'intention d'abuser d'elle et qu'il avait l'intention de la tuer. Un détail effroyable sera aussi révélé. En effet, à la suite de son acte immonde, Cédric est allé se servir un verre de whisky et un café pendant que Mélodie était en train d'agoniser à côté, avant de prendre la fuite quand d'un coup il a entendu Olivier arriver à l'extérieur de la propriété. Mais il ne part pas sans rien, il prend avec lui le téléphone portable de Mélodie et des photos d'identité de la victime. Un promeneur venu aussi témoigner a également déclaré avoir aperçu Cédric dans un bois à proximité dans la matinée. Il dira que Cédric est revenu dans l'après-midi pour soi-disant cueillir des châtaignes qu'il avait repérées plus tôt dans la journée. Sauf qu'en fait, ça devait être un faux prétexte. C'est fort probable qu'il ait repéré Mélodie et sa maison et qu'il était simplement revenu pour commettre son acte horrible. Alors au cours de l'enquête, on s'est aperçu de pas mal de choses très surprenantes et très choquantes. Il y a également une faille des services de soins médico-psychologiques et psychiatriques, car l'homme était en liberté sans traitement depuis janvier 2017, alors qu'il était censé être sous traitement neuroleptique. Et d'ailleurs, à ce propos, l'association chargée de la curatelle mise en place depuis 2006 avait fait un signalement en mars 2017 auprès du parquet et du juge des tutelles pour signaler la disparition de Cédric. En fait, Cédric, il avait disparu et il était plus du tout sous surveillance de qui que ce soit. Donc, on apprend que Cédric, sans prévenir, en début d'année 2017, il a rendu son appartement, il a arrêté les soins et puis il s'est évaporé dans la nature. Le curateur en charge de Cédric Bernasconi explique qu'il n'y avait aucun souci avec Cédric jusqu'en 2016. Il percevait une allocation adulte handicapé, il complétait ce revenu par des travaux de jardinage. Il explique qu'il était aussi suivi par le centre médico-psychologique de
Bayonne, avec des entretiens mensuels avec un psychiatre et également des injections régulières. Alors bien sûr, pendant le procès, l'avocate de Cédric Bernasconi va plaider les troubles mentaux de Cédric. Elle va souligner qu'il ne raisonne pas comme tout le monde et qu'en le condamnant sévèrement, cela conduirait à la mort sociale de son client. Elle va aussi rappeler de multiples séjours de Cédric à l'hôpital psychiatrique depuis l'âge de 20 ans. Elle explique qu'il a été 3 ans hospitalisé d'office à Bayonne. En mai 2017, elle explique qu'il a été hospitalisé à l'hôpital psychiatrique car en fait, il a voulu faire exploser une bonbonne de gaz dans une résidence à Anglet. Et en juillet 2017, il a été arrêté pour vol. Il a été mis en détention pour ce fait-là, pour ce délit. Il y a passé 1 mois et il est ressorti avec une obligation de soins, sauf qu'il n'a jamais suivi ses soins. Et donc, elle demande à la cour de prendre en compte l'altération du discernement, ce qui conduirait à une atténuation de la peine de son client. Pendant le procès, Cédric va avoir bien sûr la parole. Il va s'adresser à la famille de la victime, à laquelle il va présenter des excuses. Mais évidemment, ces excuses, ces fausses excuses ne sont bien évidemment pas acceptées par la famille. D'ailleurs, Mireille, la mère de Mélodie, dira qu'elle ne peut pas pardonner l'impardonnable, qu'il lui a pris sa fille, qu'il lui a pris aussi sa petite fille. Le petit frère de Mélodie, qui a 20 ans au moment des faits, Maxime, est lui bouleversé. Il a eu des excès de colère pendant le procès. Il a dû être maîtrisé par sa famille à plusieurs reprises parce qu'il a une rage, une haine envers le meurtrier de sa sœur, hein, c'est normal. Quant à Olivier, le compagnon de Mélodie, il regrette bien sûr de ne pas avoir été près d'elle ce soir-là. Et il a une sorte de culpabilité aujourd'hui, une grande culpabilité, il dira. Voilà, pour lui, il aurait dû être là pour la protéger et il le regrette énormément aujourd'hui. Le 27 septembre 2019, après 6 heures de délibéré, Cédric Bernasconi est condamné à la prison à perpétuité par la cour d'assises de Pau. La cour n'a heureusement pas retenu l'altération du discernement de l'accusé au moment de l'abus et du meurtre féroce de Mélodie Massé, ce qui est une excellente nouvelle pour la famille. La famille est bien sûr très soulagée de cette condamnation bien méritée. Cette condamnation à perpétuité est également assortie d'un suivi socio-judiciaire pendant 10 ans avec une obligation de soins. Cédric Bernasconi a l'interdiction de contacter la famille de la victime. À défaut, il encourt à 5 ans de prison supplémentaire. Il lui est également interdit de porter une arme pendant une durée de 15 ans. J'ai envie de te dire tant mieux. Heureusement, Cédric n'a pas fait appel de cette décision. La décision est donc confirmée, elle est définitive. C'est un vrai soulagement pour la famille. Donc voilà. C'est la fin de cette vidéo. Si celle-ci vous a plu, donc comme d'habitude, je vous laisse liker, commenter, vous abonner, d'activer la petite cloche de notification. Et puis moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.